Mesdames et messieurs, bienvenue dans Cocorico. Merci beaucoup de nous avoir choisis. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et YouTube de Kinshasa Télévision. Merci merci de prendre rendez-vous. Merci d'avoir répondu présent. Et une fois de plus, pour vous qui nous suivez en ligne, toutes nos excuses pour le grand retard avec lequel on commence cette émission, pour des raisons purement techniques. Mais nous sommes en train de nous battre. On va continuer à se battre tous les jours pour que cette émission se passe à l'heure, c'est-à-dire à 8 heures, même si c'est assez compliqué dans les conditions actuelles à Kinshasa, mais toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie dans cette émission qui va avoir 2 grands titres. Alors, voici donc les grands titres de l'émission Cocorico du jour. Donc, le départ à la retraite de Jules Alinguetti, inspecteur général des finances, surnommé policier financier, le plus redouté de la République. Il a fait trembler bien des gestionnaires publics et des dirigeants d'entreprises étatiques. Une page se tourne, mais quel bilan laisse-t-il derrière lui ? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau notre confrère Faustin Kwediasala. Il est directeur de publication du magazine économique EcoNews pour décrypter et analyser ce sujet brûlant. L'élection historique du nouveau pape Léon XVI, premier souverain pontife né aux États-Unis, issu d'une famille italo-française, et tenez bien, il a des liens directs avec la RDC. L'ancien supérieur des Pères Augustins, il a été à Dungu, Isiro, dans le Haut-Ouélé. Il avait même rendu visite, une visite remarquée à la congrégation des Limités ici à Kinshasa. Une actualité qui nous touche donc bien plus près qu'on ne le croit. Restez donc avec nous dans Cocorico pour en parler avec moi ici sur ce plateau. Charles Dimanja Wembi, toujours. Monsieur Charles Dimanja, bonjour. Bonjour Marius. Merci d'être toujours là. Et surtout au lendemain d'élection du nouveau pape. Je rappelle qu'il est catholique, hein, monsieur Charles Dimanja Wembi, donc vous allez nous parler un tout petit peu de ce nouveau pape tout à l'heure. De ce lien, de cette relation entre l'Église catholique, la papauté, avec notre pays. Hein. Oui, on en parlera tout à l'heure. Jean-Kia Moukelengue, bonjour. Bonjour Marius et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre, toujours fidèles au poste, nous là prêts à vous servir. Donc, comme on disait tout à l'heure, une actualité qui fait aussi jaser, on en parlera tout à l'heure. Et avec comme invité justement pour parler de cette affaire de l'IGF, monsieur Faustin Kwediasala. Bonjour, cher confrère. Bonjour. Merci beaucoup de ce plaisir que vous nous faites d'être sur notre plateau comme analyste pour parler de la situation du départ de Jules Alinguetti de l'inspection générale des finances. Et on espère qu'avec vous, on va bien apprendre des choses sur comment les choses se sont passées durant le mandat donc, de Jules Alinguetti. Entre-temps, la rue en parle, donc nos caméras sont descendues sur terrain pour demander aux Kinois ce qu'ils pensent de Jules Alinguetti, de sa gestion de l'IGF, mais surtout de son départ de cette institution. Donc on va suivre ce que la rue pense et puis on revient tout à l'heure pour décortiquer le contenu de ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Regardez. Eloko ya liboso nazali ko remercier chef de l'État oyo azwaki likanisi ya kotia ndeko Alinguetti congolais lokola ba congolais nyonso na institution oyo tobengi IGF e kotia ye wana tomonaki ke mopepe moko ya sika eyaki na IGF parce que il faut koyeba ke eza na ba congolais mingi bayebaki institution wana te. C'est grâce à ndeko Alinguetti avènement na ye na kati ya IGF esali ki bato mingi bayebaki IGF et bazali koyeba IGF lelo soki tokoki koloba o etali bilan na ye en tout cas bilan na ye eza bilan moko positif pamba te oyo asali baninga mosusu baleka wana basala yango te soki otali lelo bato oyo bamesani kosala makambo ya mabe na ba institution ya mboka, c'est-à-dire koiba ou ko détourner, même soki esilite mais abangisi bato mingi pe bazo sala isusu koiba te. Soki pe bazali koiba mais ezali susu te ndenge ezalaki. Mais sauf que akukaki kosala musala nyonso ye moko te parce que ya sali oyo ya kosala oyo ezalaki na ba attribution na ye. Mais justice pe ezalaki na obligation ya ko accompagner ye. C'est quelqu'un vraiment au tokoki ko féliciter. Bon, bilan na 600%, na opisa ta 80%. Bon, ndelo la nanga boye, na pesa bonne continuité
so batie place mosusu asala mosala bien ndenge banda kosala place ezalaki erreur akorrige, c'est ça. Inspecteur en chef Jules Alingete, moi j'ai juste son bilan positif, voir tout ce qu'il a eu à accomplir avec son équipe, ça a été positif. Ils ont traqué beaucoup de gens, ils ont arrêté beaucoup de gens et ils nous ont montré qu'il y avait des voleurs dans les entreprises publiques et ça c'est quelque chose à féliciter. Monsieur Alingete, bon, asali tanae, bon, malgré asali tanae, bah, il n'y avait pas grand changement. Bah, corruption, zalira, détournement, malgré qu'il y a un kira résalio, bah, là, ça, la main, il a fait juste le minimum ici. Le problème, là, il disait toujours que ceux qui déférés, ceux qui sont concernés, bah, tout, il y a un problème de détournement. Alors, remettre la justice. Mais est-ce que la justice en ensemble ça, c'est ça où il y avait un problème. Oui, il justifié que la justice, il fallait ça. Il y a alors dénoncé, alors sanctionné, mais la justice, alors quand on a peut-être en sens soit. L'inspecteur général de SICA, je crois qu'il a mieux que soit hier, à cela, en ligne sengeli. Et a qui bat frustré, c'est-à-dire que ceux qui détournent mes alliés, ceux qui problèmes mes alliés, il faut trouver ce solution pour à la longue, plus tard, ils ont sauté. Voilà, donc c'était la rue qui s'exprimait par rapport à ce départ de M. Alingete. Jules, on va y revenir donc tout au long de cette émission. Alors, cher Faustin, dites-nous, est-ce qu'on s'attendait vraiment à ce que Jules Alingete parte maintenant ou c'était comme une surprise pour vous qui l'avez suivi pendant toutes ces années à la tête de l'IGF? Merci pour la question d'abord. Surprise, oui, bon, ça l'a été évidemment parce que, vous savez, ce qu'il faut dire à ceux qui nous suivent à la maison, ceux qui vont nous suivre sur le net, c'est que l'IGF n'existe pas qu'avec Jules Alingete. L'IGF est là depuis 1987 et l'IGF a été opérationnel sous Mobutu. On se rappelle encore les gens qui ont vécu cette belle période-là. Le redoutable Kazumba qui était patron de l'IGF. C'était en fait après Mobutu, c'était l'homme le plus craint du régime du maréchal. Mais c'est vrai qu'il y avait un temps d'hibernation, surtout avec l'arrivée d'Emzé et puis son fils Joseph. Mais c'est avec Tshisekedi que l'IGF a été vraiment redynamisé. Évidemment, quand je parle d'une surprise, bon, ça ne peut pas l'être parce que quand vous avez un mandat public, vous devez savoir qu'il y a un temps pour commencer et puis un temps pour partir. Évidemment, c'est les circonstances avec lesquelles Jules Alingete a été remercié. On l'envoie en retraite pour quelqu'un qui n'a pas encore 70 ans, qui n'a pas encore dépassé l'âge légal de la retraite, qui est entre 63 et 65 ans. On l'envoie en retraite pour les années accumulées au sein de l'administration publique, soit 35 ans. Et puis on l'envoie, on les met de côté au niveau de l'IGF. Quand il y a cette polémique autour de la dernière interview, vous vous rappelez, du ministre des Finances, c'est vrai que dans l'opinion, on essaie un peu de faire des raccordements. Mais pourquoi c'est arrivé maintenant? Est-ce que c'est pas lié entre la dernière sortie de l'ancien ministre? Lié, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, évidemment. Oui. Le chef a fait usage de son pouvoir discrétionnaire. De la même manière qu'il l'a nommé, il n'a consulté personne. Et quand il s'agit de les remercier, il le fait évidemment en s'appuyant sur son pouvoir discrétionnaire. Bon, le moment choisi, 5 ans après, peut-être que le président de la République a estimé que c'est le moment d'apporter un souffle nouveau au niveau de l'inspection générale des finances et que les méthodes de Jules Alingete commençaient peut-être à s'essouffler. Ça peut être une raison. Il y a celui qui est nommé, qui le remplace à l'IGF, il est secrétaire général, c'est un ancien secrétaire général aux finances. Donc on suppose que l'institution a été confiée entre des mains expertes et je suppose qu'il sera en mesure de maintenir la flamme. Voilà. Oui. Ouais, je voulais revenir sur les postes de l'ancien, le tout-puissant ministre des Finances du gouvernement qui est passé sur les réseaux sociaux, qui ont fait du buzz, où il a nommément cité l'inspecteur général des Finances et qu'il accusait d'avoir des ambitions politiques. Est-ce que ce n'est pas ça qui a été à la base de son éviction? Parce que vous dites qu'il a été mis à la retraite
avant-terme. Bon, évidemment, vous savez, bon, avec le poste qu'il occupait, il faut reconnaître entre nous que c'est avec Jules Alinguette qu'on a commencé à parler de l'IGF. Bon, comme je l'ai dit tantôt, l'IGF existe depuis 1987. À l'époque, évidemment, sous Mobutu, l'institution fonctionnait normalement. Et je rappelle même qu'à l'époque, l'IGF était rattaché au ministère des Finances. C'est avec Joseph Kabila que l'IGF s'est déplacé pour être maintenant mis sous tutelle de la présidence de la République. Et même malgré cette réforme, l'IGF n'était pas très actif sur le terrain. C'est par la volonté du chef de l'État, l'actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'on a donné un peu plus d'ampleur à l'IGF. Évidemment, par rapport au point que souligne M. Dimanja, est-ce qu'il y a eu des considérations politiques qui auraient peut-être fragilisé Jules Alinguette au point C'est possible. que le président se retrouve dans l'obligation de le mettre de côté? C'est possible. C'est possible parce que, vous savez, au moins, quand vous êtes en politique, quand vous commencez à prendre de l'ampleur, ça pose aussi problème. Et il faut reconnaître que non, depuis 2020, tous les projecteurs de l'actualité sont presque centrés sur Jules Alinguette. On parle plus de lui que d'autres personnes. Évidemment, dans la cour, ça risque de soulever certaines interrogations. On se dit, bon, est-ce que celui-là, comme il prend un peu plus d'envergure, est-ce qu'il ne risque pas de faire ombrage non seulement à nous, et même au chef? C'est vrai qu'on est à 3 ans de la fin du 2e mandat du président de la République. Est-ce que la fameuse question qu'on ne pose toujours pas à haute voix du Dauphinat serait déjà à l'ordre du jour dans la cour? Ça, c'est toujours possible. Ouais, c'est une possibilité. Moi, je voulais poser la question sur, justement, on a écouté ces différents avis de la population sur les bilans de l'inspecteur en chef, M. Jules Alinguette. Je voudrais que vous puissiez, selon vous, peindre un tableau sur son bilan. Il était à la base de plusieurs initiatives, patrouille financière, contrôle a posteriori, a priori, et aussi plusieurs autres opérations, blanchiment des capitaux. Je crois que sur une interview, on va y revenir. Vous, comment est-ce que vous pouvez tracer son bilan à la tête des DG? Bon, l'avantage de l'inspecteur Jules Alinguette, c'est qu'il avait innové dans la méthode. Et c'est peut-être cette innovation qui a fait sa renommée. Vous vous rappelez, l'IGF, c'est une institution, c'est ce qu'on appelle une institution de contrôle supérieur, qui est à la disposition de l'exécutif. Et sa mission, c'est contrôler tout ce qui touche aux finances de l'État. C'est pourquoi l'IGF s'intéresse aux entreprises publiques, parce que ce sont des entreprises qui relèvent du portefeuille de l'État. Donc, ils sont en train d'exécuter une mission régalienne. Évidemment, c'est vrai qu'avec Jules, l'IGF a pris l'ampleur parce que, vous savez, il y avait un moment où on constatait que non, c'est comme s'il y avait de l'anarchie au niveau de la gestion de la chose publique. Il fallait que quelqu'un se présente pour apporter un souffle nouveau. Évidemment, parmi toutes les critiques qui lui ont été adressées, on s'est dit non, il a inversé la machine. Parce que quand on parle contrôle, on suppose que vous le faites après acte. Donc c'est un contrôle a posteriori. Or, ce contrôle-là, depuis toutes les années Mobutu, je reviens toujours sur ce que j'ai dit pour que les gens comprennent que l'IGF, ce n'est pas une institution qui est née avec Jules. C'est une institution qui est née depuis 1987. Mais même si, comme on dit chez nous, Jules Ndebonga foulé en haut maintenant. Évidemment. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, par rapport à sa question, j'ai dit, en fait, il a fait un diagnostic parce avant d'être chef, patron de l'IGF, lui-même inspecteur des finances. 37 ans de carrière. Il a évolué dans cet environnement. Il connaît les faiblesses de la maison. Il connaît aussi les limites des méthodes qu'ils ont toujours utilisées quand il était inspecteur des finances. Et quand il arrive, il se rend compte que les contrôles a posteriori ne portent pas. En fait, les contrôles a posteriori supposent que le gestionnaire du fonds public a posé un acte et toi, tu veux contrôler par rapport aux pièces justificatives qu'il va te présenter. Qu'il ait volé ou pas, tu vas juste constater les dégâts. C'est pourquoi, lui, il a innové avec ce qu'on appelle la patrouille financière. Donc, un contrôle concomitant, comme on dit. C'est-à-dire, avant que tu ne poses l'acte, tu dois avoir les quitus de l'inspection générale des finances. Et c'est ce qui a fait peut-être qu'on puisse boucher un peu quelques trous de coulage des recettes, ainsi de suite, et même contrôler les dépenses. Et c'est vrai que c'est cette méthode-là, cette innovation-là,
qui lui a attiré beaucoup plus d'ennuis. Et même certains l'ont accusé d'être à la fois contrôleur et gestionnaire. Dans son bilan, pour vous, il est positif? Évidemment, le bilan est positif parce qu'au moins, avec lui, il a valorisé ce qu'on appelle la redevabilité. C'est-à-dire, quand tu es mandataire de l'État, quand tu gères les biens de l'État au nom de la population, parce qu'il faut que les gens sachent que quand tu es ministre ou quand tu es président de la République, tu es au service de la nation. Et la nation étant un concept virtuel, la nation est incarnée par le peuple. Donc, quand tu es revêtu d'un mandat public, tu es serviteur du peuple. Et en tant que serviteur du peuple, on suppose que ce que tu gères comme argent, c'est l'argent du peuple. Et tu dois rendre compte. Et son avantage, c'est qu'il a en fait inoculé dans la mentalité congolaise, là, ces devoirs de redevabilité. C'est-à-dire, c'est quand tu gères, sache qu'on peut te contrôler et qu'on peut te poser des questions. C'est-à-dire, il n'y a plus d'intouchable. Un ministre, on peut le traquer par l'inspection générale des finances. Un comptable public qui était des hommes forts à l'époque, on peut les traquer par l'inspection générale des finances, tout comme un mandataire. Excusez-moi, Marius, j'ai même envie de poser la question de savoir ce que cela a réussi. On a écouté. On reviendra parce qu'on a toute une émission sur lui. Ok, y a pas de J'aimerais problème. beaucoup qu'on parte parce que j'ai eu l'occasion de le recevoir quand j'étais à la Voix de l'Amérique, où il a parlé justement de ce départ. D'ailleurs, c'est l'image qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux où on s'est prémonitoire. Ouais, c'était comme si il voyait. Bon, c'est pas comme si, parce que la question c'était de savoir s'il allait se lancer en politique. Il savait qu'un jour il finirait. Voilà, donc il savait. Ce qui était bien avec lui, c'est qu'il savait qu'il allait partir, et il en a parlé justement dans cette interview que je vous propose, que j'ai eue avec lui il y a 2 ans. Donc on va l'entendre, et puis on revient tout à l'heure pour continuer à parler. Vous êtes quelqu'un qui fait trembler beaucoup de gestionnaires en RDC. Quand vous parliez d'ailleurs de votre déclaration à Houston, vous pensez qu'il y a des gens qui veulent faire une récupération politique. Est-ce que, Monsieur Alinguete, avez-vous des ambitions politiques? Je ne fais pas trembler les gens en RD Congo. C'est au fait leur propre comportement qui est en contradiction avec la bonne gouvernance qui leur crée des problèmes. Moi, je suis en train d'agir par la volonté politique du chef de l'État, de s'impliquer efficacement dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Je suis un haut fonctionnaire, un inspecteur général chef de service dans mon pays à rang de ministre, mais je reste un haut fonctionnaire. Je n'ai pas d'ambition politique et je l'ai dit toujours, vous ne me verrez pas ni candidat député provincial, ni député national, ni qui que ce soit. Je suis fier d'avoir accompli ma carrière de haut fonctionnaire. Je suis entré à l'inspection générale des finances à l'âge de 25 ans comme un inspecteur stagiaire. J'ai gravi les échelons pendant 34 ans pour arriver au sommet aujourd'hui. C'est une fierté pour moi de terminer ma carrière et je vais me reposer. Quand le moment sera venu, quand le chef de l'État estimera que c'est le moment pour moi d'aller me reposer, je vais me reposer. Ils ne me verront pas dans la politique. Pourquoi et pas? Vous savez que j'ai le dégoût de la classe politique congolaise, que je ne partage pas beaucoup de comportements et beaucoup de points de vue. Donc, vous ne me verrez pas là-dedans. Je suis clair, retenez. Les élections au Congo auront lieu dans une année. Vous verrez qui seront les candidats députés provinciaux, les députés nationaux. Vous ne verrez jamais le nom d'Alinguete Kei Jules. À moins que ça soit un autre Alinguete. Mais Alinguete Kei Jules que je suis, vous ne me verrez pas. J'ai pas ces ambitions politiques. J'ai fait 34 ans. J'ai évolué avec des collègues qui sont devenus des ministres, des politiciens et tout. Il y en a même qui furent des présidents de l'Assemblée, premier ministre. Je n'ai jamais suivi la voie politique. J'ai préféré faire mon travail. J'adore faire le travail d'inspecteur des finances et traquer les délinquants financiers. C'est vraiment ce que j'adore faire et je l'ai bien fait. Je pense que le moment venu, je vais prendre ma retraite et me reposer. Même si le président de la République, sur qui vous jurez, vous le propose? Je dois sincèrement vous dire que je reste profondément marqué par le président de la République actuelle et surtout par sa détermination et ce qu'il a fait pour l'inspection générale des finances. J'ai grandi dans cette maison 34 ans. Je sais comment ce service a souffert. Je sais pourquoi ce service n'a pas pu donner le meilleur de lui-même. Mais lui, au moins, il nous a donné de la valeur. Il a permis à ce service de s'exprimer, de faire son travail. Je reste profondément marqué. Donc, si le chef de l'État m'appelle à rester à ses côtés, et je le ferai, mais je n'attends pas aller chercher un mandat électif. Je n'en ai pas besoin.
Voilà, on sent que Jules Alinguet, d'abord, c'est quelqu'un qui avait énormément de passion pour ce qu'il faisait, mais quelque chose qui te soulève dans cet élément qu'on a suivi, la carrière politique. Vous l'avez côtoyé, vous pensez que, comme il le dit, il n'est pas du tout intéressé par la politique, ou la politique n'est pas intéressée par lui? Moi, je crois, comme on dit généralement, chasser les naturels, il revient au galop. Ouais. Bon, je crois, dans la chute de l'interview là que vous venez de balancer, il est dit très bien. Il dit il se met à la disposition du président de la République. Mais il n'est pas prêt à solliciter un mandat électif. Je crois que la nuance dit tout. Comment vous interprétez ça? La nuance dit tout, c'est-à-dire, de la même manière que le président de la République l'a placé à l'inspection générale des finances, de la même manière que le président de la République, parce qu'il faut reconnaître, je crois que c'est un point très important, je l'ai souligné tout à l'heure, là, tout au début, que l'inspection générale, telle qu'on la connaît aujourd'hui, il faut jeter des fleurs au président de la République. Il a crié en cette institution. Parce que malgré toutes les attaques que Jules Alinguet a connues, s'il a pu résister dans ces eaux troubles, c'est parce qu'il avait un gros parapluie, c'est le chef de l'État. Parce que toutes les critiques, toutes les attaques, même les flèches empoisonnées là, qui lui étaient destinées, s'il a pu quand même résister, tenir 5 ans dans ces institutions, c'est parce que le président de la République lui a fait confiance. Et je crois qu'il le dit très bien, si le président les rappelait pour une autre fonction, pas forcément politique, peut-être qu'il peut se retrouver dans son cabinet, il y a, comme je ne le prédis pas, comme directeur de cabinet en charge des questions financières, tout ça. C'est possible. Mais je crois, en toute sagesse et modestie, lui-même le dit clairement, se pointer comme député provincial, député, tout ça, ça, il dit non, il faut déjà oublier. Mais sauf qu'il est prêt. Il est prêt à continuer à servir. C'est lui. En fait, il est prêt à rendre l'ascenseur à celui qui lui a donné la chance de faire de l'IGF. Est-ce que possibilité de voir, selon vous, par rapport à son profil, Jules Alinguet Premier ministre un jour, bon, ou au prochain gouvernement? Parce qu'il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Hein. Il y a un adage qui dit il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de tonneau. Bon. je ne suis pas devin pour prédire l'avenir, mais bon, je crois qu'il a tous les profils nécessaires. Mais il a toutes les compétences qu'il faut. Mais si jamais, vous savez, même s'il est mis à la retraite au niveau de l'administration, et il y a encore un grand honneur qui lui a été réservé, il a été admis à l'éméritat au niveau de la fonction publique. Donc on suppose que la République lui reconnaît un certain nombre de valeurs. On aura encore besoin de lui. Et comme il incarne ces valeurs républicaines qui peuvent être utiles à la société, je crois qu'on peut toujours faire appel à lui. Premier ministre, la question, elle est évoquée, mais je crois que peut-être ça pourrait ouvrir cette brèche sur le poste et la sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Mais après, on connaît comment est-ce que le Premier ministre sont nommés. Ils sont posés au sein de la majorité présidentielle, parlementaire, pardon. Il nous faudra maintenant vraiment embrasser la carrière politique pour espérer un jour devenir Premier ministre. Il a un dégoût pour la politique congolaise. C'est pas quelque chose qui l'intéresse. En fait, Marie, je voulais souligner quelque chose là. Oui. C'est-à-dire il faut peut-être éviter l'amalgame. C'est-à-dire quand on dit dans la Constitution que le Premier ministre est issu de la majorité au pouvoir, ça ne veut pas dire que le Premier ministre doit forcément être membre d'un parti politique, membre de la majorité. Madame Judith Suminwa, qui est aujourd'hui Premier ministre, n'appartient à aucun parti politique. Bien sûr. Par les concours de circonstances. Elle est apparentée. Par les concours de circonstances, elle était bien obligée de s'apparenter à l'IDPS. Mais quand elle est arrivée comme ministre du Plan, madame n'avait aucune étiquette politique. Mais je crois aujourd'hui, l'avantage, c'est ça le problème. C'est que, moi, c'est un point de vue personnel. Aujourd'hui, moi, je crois que les Congo tel que ça se présente aujourd'hui, on ne doit pas tout réduire à la politique. Parce qu'on doit inévitablement puiser les compétences dans la politique. C'est comme si on ferait du surplace. On va tout droit vers l'abîme. Parce qu'en dehors des partis politiques, il y a des compétences qui sont dans la société civile, il y a des compétences qui sont dans le monde des affaires. Ce sont toutes ces compétences-là que le Congo a besoin. Mais attendez, si demain Alinguet pouvait prétendre être Premier ministre ou ministre des Finances, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Faudrait-il que pour y arriver, qu'il adhère forcément à un parti politique?
Moi, je trouve que c'est pas Mais pas nécessaire. il a dit tout à l'heure qu'il a un dégoût. Il a un dégoût pour l'homme politique Pour congolais. l'homme politique, ça veut Après dire avoir vu ce qu'il il a vu les dégâts de l'homme qu'ils font politique ouais. cause. Mais il a un Notre dégoût, pays. il a un dégoût, bien sûr, parce que lui, dans les situations actuelles, déjà quand tu exerces comme inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, tu es dans une position politiquement stratégique. Parce que le mandat qu'il a exercé pendant 5 ans à l'IGF, c'est un mandat politique. Ça, il faut pas se voiler la face. Comment ça politique? Parce que dans l'organigramme de l'inspection générale des finances, vous savez comme moi que en fait, la fonction la plus élevée au sein de l'administration publique, c'est le secrétaire général. Et les inspecteurs généraux de l'IGF, c'est-à-dire des inspecteurs généraux full, Chef de service. leur équivalent dans la fonction publique, ils sont secrétaires généraux. C'est-à-dire quand tu es nommé inspecteur général, chef de service au niveau de l'IGF, c'est que tu es au-delà du secrétaire général. Tu as rang de ministre. Tu as rang de ministre, c'est que tu es, en fait, c'est un mandat politique. Ça, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. C'est-à-dire quand lui dit il déteste l'homme politique congolais, c'est pas qu'il déteste la politique congolaise, c'est nuancé. C'est pourquoi j'ai dit lui-même s'est dit, c'est vrai qu'il est allergique à la politique comme sectaire. Mais il ne se gêne pas de s'y frotter. Et pendant 5 ans, il s'est mesuré à tous ces gens-là, à tous ces caïmans-là. Il donnait des coups aussi. Il donnait des coups, évidemment. C'est pourquoi moi, je reviens toujours à l'interview que Marius, tu nous as balancé tout à l'heure. Il dit, ce qu'il déteste, c'est un mandat électif. Les revoir aujourd'hui comme candidat député provincial, ça, il dit non, je ne ferai pas. Mais si la République fait appel à lui, il est prêt à continuer à les servir. Tu crois qu'il a tout dit? C'est-à-dire le mandat... Il ne faut pas chercher à interpréter, il ne faut pas être exégèse pour... Attendez, le mandat, ça veut dire que le mandat électif va réduire sa marge de manœuvre, alors que si il venait peut-être par une nomination, il aurait beaucoup de coups de franche. Coups de franche, oui. Oui, il n'a pas dit, hein, mais ce qu'on espère, c'est vraiment l'avoir une interview. Parce que Faustin dit tout à l'heure, si Alinguetti a tenu, c'est parce qu'il avait la confiance du président. C'est le plus important. Autrement, vous avez vu la sortie médiatique tonitruante du ministre des Finances. Les dégâts que cela a fait au sein de l'opinion, c'est ce qui fait que les gens qui ont été mis en cause dans cette vidéo se sont sentis à un moment donné... Vous savez, une fois de plus, Marius, l'avantage pour Jules Alinguetti, je crois, il a compris l'homme politique congolais. Il a été avec eux, il les a côtoyés. C'est-à-dire, c'est quel est leur mode opératoire. Et son avantage aussi, c'est qu'il maîtrise les méandres des finances publiques. Donc, en fait, pour nous, c'est comme un garde-fou. Et c'est toute une école même. C'est vrai qu'il est parti de l'IGF, mais aujourd'hui, Jules Alinguetti représente toute une école. Parce que quand vous parlez aujourd'hui de Jules Alinguetti, on voit directement, c'est les flics financiers. Et si on pouvait dupliquer ce genre de modèle, je crois on ferait véritablement faire progresser la République. Est-ce qu'on peut le voir, est-ce qu'il a des compétences, par exemple, pour être, on voit que politique, peut-être gouverneur de la Banque centrale, par exemple? Exactement. Et ce sont justement toutes ces simulations et toutes ces extrapolations-là qui l'ont fragilisé peut-être. Et qui ont amené à ce que les gens estiment que non, il devient gênant. Il faut déjà chercher à les freiner. C'est pas parce qu'il est allé au-delà de ses compétences. S'il atteint sa vitesse de croisière, on ne saura plus les rattraper. Mais la vitesse de croisière, il l'a déjà atteinte. Il a déjà atteint d'une certaine manière. Vous savez, je crois le vieux dimanche, j'avais souligné tout à l'heure, si c'était son départ, c'est un règlement de compte, d'une certaine manière, oui. Parce que le contexte est tel que quand Jules Alinguetti arrive, quand il est nommé par le chef de l'État, avec une mission précise, c'est traquer ce que lui-même appelle les prédateurs de la République. Et qui sont ces prédateurs de la République? Ce sont des gens qui se recrutent dans la majorité. Ce sont ces gens-là qui ont le pouvoir de gérer la République. Qui sont autour du chef de l'État. Ils sont autour du chef. Donc ce sont des collaborateurs directs du chef. C'est comme si le chef lui a dit, tu vois mes collaborateurs là, je les soupçonne, il faut les traquer maintenant. Et les mêmes personnes que tu es en train de traquer, c'est les mêmes personnes qui soufflent à l'oreille du chef.
Donc, ils ont la possibilité de te faire descendre comme de te faire élever auprès du chef. Et c'est vrai, dans la cour du chef, il y a des camps qui se sont formés. Parce que la plupart des reproches qu'on fait à Gilles Alinguet, et surtout au sein de l'IDPS qui est la partie au pouvoir, on dit non, on l'accuse d'avoir vendu une mauvaise image du parti. Ça veut dire? Ça dit, avec toutes ces révélations de corruption par-ci, détournement par-là, il dit non, il a fait de notre pouvoir un pouvoir de voleur. Il a fait ou il a... Ça dit, plus tu dénonces... Plus ça montre que... Ça dit, plus tu dénonces... plus ça... Ça dit, remettez-vous dans le contexte. On habite tous les mandats. Remettez-vous dans le contexte. Nous te plaçons comme inspecteur des finances pour traquer le voleur. Bon, allez. Et le voleur que tu traques, il se retrouve dans la majorité au pouvoir. Oui, je vois. Donc la caricature est telle que tu présentes le régime comme étant un régime de voleurs. Ah, ben voilà. Et ça a créé de frustration. Ouais. Dans la cour du chef, on se dit, celui-là, d'abord, il va une mauvaise image de ce que nous sommes. Et puis après, il commence à être gênant. Parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi que par rapport à son aura, Gilles Alinguet avait pris tellement d'envergure qu'il commençait aussi à gêner certains dignitaires qui les voyaient déjà peut-être se lancer dans la course présidentielle si jamais on arrivait en 2028 avec le choix de chercher un dauphin. Oui. Ça, ce sont peut-être des simulations, qui sont possibles et qui s'expliquent. Et les mettre à l'écart de l'IGF. C'est pourquoi moi je considère que son départ de l'IGF, c'est juste, on les met un peu, c'est comme une terre qu'on veut défricher après. On les met un peu en jachère. En jachère, comme ça, on pourra la récupérer après. Ceux qui l'accusent de peindre négativement le pouvoir, ou le parti au pouvoir, est-ce que Nicolas Kazadi ne donne pas raison à Alinguetti quand il dit que autour du chef, comment il a créé 53, je ne sais pas moi, projets, comment les gens se sont partagés de l'argent. Et ça, c'est quand ça vient de la bouche d'un ministre de Finances, d'un ancien ministre de Finances. Moi, je crois que Alinguetti n'a fait que le travail qu'on lui a demandé de faire. Mais c'est ça que je dis. Malheureusement, en faisant ce travail, tout le monde ne l'a pas applaudi. Oui, c'est vrai. Et parmi les gens qui ne l'ont pas applaudi, c'est celui qui est ici, Nicolas Kazadi. On va revenir. Parce qu'aujourd'hui, on est au courant de tout ce que Nicolas Kazadi a créé comme dégâts au niveau du compte général du Trésor, c'est à la suite des rapports de l'IGF. Et quelqu'un de pareil ne peut pas te porter dans son cœur. Mais curieusement, pourquoi s'est-il appuyé sur ce rapport? Justement qu'il le met lui en cause. Bon, le problème, c'est ce que j'ai dit. Je crois qu'on revient à la première question que tu avais posée quand on a lancé le débat. Si son départ à l'IGF, c'est une décision politique. Évidemment, oui, c'est une décision politique. Et ce sont des raisons politiques qui ont motivé à ce qu'il soit écarté de l'IGF. C'est fort possible. Et quand on se met dans les contextes, avec l'interview de Nicolas, avec tout ce qu'il y avait comme problème, ainsi de suite, toutes les révélations qui directement après, les chefs se décident de les déplacer de l'IGF. Et qui sait si les chefs, en les déplaçant de l'IGF, essaient de les protéger? C'est possible. C'est possible. C'est le secret des dieux. Alors, on va revenir un tout petit peu sur le bilan de Jules Alinguet. Il en a parlé, j'ai eu l'occasion de couvrir également un de ses déplacements, une de ses conférences, c'était à Bruxelles, à l'ULB, où il a expliqué ce qu'il a déjà fait, ce qu'ils ont déjà fait au niveau de l'IGF depuis qu'ils sont là. On reviendra tout à l'heure pour parler du côté négatif, parce qu'il n'y a pas eu que des gloires. Mais là, il est en train de présenter, au fait, un peu ce qu'ils ont pu accomplir depuis qu'il est à la tête de l'IGF. On regarde et puis on se retrouve tout à l'heure. Le pays a débloqué 300 millions de dollars. Je ne sais pas si on réalise toujours ce que représente 300 millions de dollars pour un pays comme la République démocratique du Congo. On débloque 300 millions de dollars pour un parc agro-industriel. Aujourd'hui, ce parc agro-industriel, quand vous y allez, c'est une désolation. Vous trouvez des lézards, il n'y a plus rien. Et nous avions fait l'audit pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, où sont passés les 300 millions de dollars, et nous avions mis en cause les acteurs politiques qui ont géré ces projets. Un premier ministre, son ministre des Finances et gouverneur de la Banque centrale. Aujourd'hui, le procès
est en cours en République démocratique du Congo et on va arriver au résultat. Et je suis fort convaincu que nous avions fait du bon travail. Et nous nous sommes attaqués aux auteurs de la corruption, de la malédiction du peuple congolais qui voulait se faire passer pour maintenant des saints. Et nous avions fait ce travail au risque et péril. Beaucoup nous ont dit que vous allez être avalés. On sait c'est une élite. C'est un combat, nous sommes dans une armée, nous sommes au front. Nous pouvons les mains attraper les balles. Mais notre fierté, c'est d'avoir commencé un travail, c'est de le faire. Demain, d'autres Congolais aujourd'hui ont compris, vont prendre relève. Ils vont prendre ce travail et le pays va aller de l'avant. Nous n'allons pas reculer. Le Congo doit se nous allons faire ce travail. Aujourd'hui, il y a les procès et nous sommes fiers de ces procès et vous allez voir d'ici. Le procès donnera des raisons à l'inspection générale de défense. Je sais que nous avions et nous savons parce que certains d'entre eux ont coopéré avec la justice. Ils ont dit la vérité de ce qui s'est passé. Donc voilà pourquoi il y en a qui vont excuse en excuse, d'astuce en astuce, pour que cette vérité ne soit pas connue, mais la vérité va venir. Nous avons passé en revue près de 80 contrats miniers signés par notre société d'État du secteur minier, la GECAMI, avec un certain nombre d'acteurs miniers. Et le constat est une désolation. En ce qui concerne la gestion de la GECAMI, c'est une désolation. En ce qui concerne les contrats miniers, c'est une désolation. Nous avons fait un travail, particulièrement avec les contrats signés avec les sociétés chinoises de la République démocratique du Congo. C'est difficile à vous dire. Mais nous sommes heureux aujourd'hui de l'évolution de ces dossiers. Je pense que le chef de l'État de la République démocratique du Congo est allé en Chine et il y a eu des pourparlers entre les deux États. Aujourd'hui, nous sommes en phase de trouver un accord où la République démocratique du Congo sera indemnisée. Et je pense, dans les 10 prochains jours, vous apprendrez l'accord auquel les deux pays ont trouvé en ce qui concerne la réparation des préjudices subis par la République démocratique du Congo. Brièvement, les sociétés chinoises ont bénéficié des gisements miniers évalués en termes de chiffre d'affaires à près de 91 milliards de dollars américains. Et en contrepartie, notre pays devait bénéficier des infrastructures en termes de routes, en termes d'écoles et bien d'autres choses. L'évaluation de l'inspection générale des finances a donné un échec, il me semble. Et nous en avions demandé réparation. L'inspection générale des finances a fait l'audit de la Banque centrale du Congo. Nous avions constaté près de 800 millions de dollars ont disparu à la Banque centrale du Congo. Nous avions constaté qu'il y avait des cadres, il y avait des membres du gouvernement en République démocratique du Congo qui disposaient des cartes Visa qui étaient connectées au compte général du Trésor. Des cartes Visa avec capacité d'utilisation allant jusqu'à 50 000 dollars, 100 000 dollars par mois. Ce sont des gens qui venaient en Europe, qui étaient dans des magasins de marques, en train d'acheter avec des cartes Visa, et ces cartes Visa, les comptes de l'État étaient automatiquement débités. On a trouvé plus de 200 cartes Visa connectées au compte général du Trésor qui ont été désactivées. Aujourd'hui, vous apprenez que la Cour des comptes a pris des mesures contre certaines personnes. Ces mesures-là de la Cour des comptes sont basées sur ces rapports de l'audit de l'inspection générale des finances. C'est ces rapports que nous avions transmis à la Cour des comptes pour que la Cour des comptes applique également certaines sanctions prévues dans la loi de la Cour des comptes. Mais certaines mesures ont été déjà prises. Donc, c'est l'inspection générale des finances qui a fait l'audit de la Banque centrale du Congo et qui a constaté les 25 millions dont on parle aujourd'hui, c'est les rapports de l'inspection générale des finances. Les 700 millions de dollars disparus au niveau de la Banque centrale, c'est les rapports de l'inspection générale des finances. Les cartes Visa connectées au compte général du Trésor, c'est les rapports de l'inspection générale des finances. Nous avions également fait l'audit du secteur forestier de la République démocratique du Congo. Là, je voudrais rapidement vous dire
Notre pays s'était engagé avec la communauté internationale avec un moratoire en ce qui concerne l'exploitation forestière, dans le cadre de tout ce que vous savez aujourd'hui, l'écosystème international. Mais les membres du gouvernement qui se sont succédés au niveau de l'environnement se sont amusés à continuer à vendre les forêts de la République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui regrettable de vous dire plus de la moitié de nos forêts ont été vendues à des sociétés privées et à des particuliers par un certain membre du gouvernement. Et nous avons eu le courage de faire l'audit, de les dénoncer. Il y a 6 membres du gouvernement qui ont géré le secteur environnement qui étaient impliqués. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement actuel, a annulé ces actes de vente de forêts, a récupéré ces forêts qui ont été vendues. Et ces membres du gouvernement, nous les avons publiquement exposés à l'opprobre pour qu'ils ne se cachent pas derrière la population en se faisant passer pour des saints. Nous avions fait ce travail. Aujourd'hui, depuis 2021, l'inspection générale des finances s'est connectée au compte général de l'État, à tel point que nous sommes au courant chaque jour combien entre dans les comptes de l'État et combien il en sort, et qui est payé et pourquoi. Et cette connexion nous permet de détecter les opérations suspectes et de déclencher les mécanismes soit de récupération des paiements induits, soit de mener les enquêtes pour savoir pourquoi la personne a été payée. C'est dans ce cadre que nous avons récupéré beaucoup de paiements suspects. Nous avons récupéré des paiements dans le cadre du sport où on payait les gens qui ne devaient pas être payés. Nous avons récupéré beaucoup de fonds qui étaient payés au profit des membres du gouvernement, au profit de certaines personnes qui n'en avaient même pas droit. Quand nous avions fait le travail, nous avions découvert près de 145 000 agents fictifs dans les fichiers de l'État. Et sur l'enveloppe globale de 350 millions de dollars que l'État congolais paye chaque mois aux fonctionnaires, près de 50 millions étaient injustifiés et étaient payés aux personnes qui ne travaillent même pas pour le compte de l'État. Et c'est grâce à ce travail aujourd'hui qu'on a commencé à nettoyer les fichiers, c'est-à-dire à enlever des gens qui n'existent pas et qui étaient payés par l'État congolais. Nous contrôlons tous les grands marchés de construction et de routes, des marchés qui étaient source de corruption, source de surfacturation et source d'enrichissement de plusieurs personnes qui constituent l'élite congolaise aujourd'hui. Et il y a rien que nous avions laissé au hasard. Nous sommes en train de contrôler les opérations qualifiées de Kinshasa Zéro Tour. Dans les tout prochains jours, nous allons publier un rapport. Voilà, les Kinshasa Zéro Trou, on attend toujours le rapport, mais il est parti, Jules Linguetti. Alors, on a vu, il a présenté un peu dans cette conférence ce qu'il a pu faire, mais la grande question... Oui, mais Jules Linguetti n'est pas un réformateur. C'est Linguetti, je crois. Linguetti. Voilà. Ce n'est pas un réformateur, mais il s'est comporté comme un réformateur. Mais il n'est pas allé loin de ses actions. Pourquoi n'a-t-il pas trouvé de relais, par exemple, dans la justice et dans la police? Bon, j'aurais bien souhaité que vous présentiez votre question plutôt en ces termes. Il n'est pas législateur, mais il a agi en législateur. Parce que réformateur, quand on te nomme dans une institution qui était presque gardée au frais pendant autant d'années, vous êtes obligé d'innover. Et je disais tout à l'heure que son avantage, c'est que d'abord, c'est un fils maison. Je crois qu'il a dit dans une interview ici, c'est-à-dire il avait l'avantage de s'inspirer de son passé d'inspecteur actif. Il connaît bien la maison, il connaissait les limites et il savait qu'est-ce qu'il fallait faire exactement, quels sont les points sensibles sur lesquels il fallait agir pour que la machine aille de l'avant. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Et je l'avais souligné tout à l'heure. C'est vrai que toutes les critiques lui reprochent d'avoir inversé la machine. Je crois l'avoir dit, c'est-à-dire, au lieu d'attendre que les actes soient posés pour venir contrôler, lui les faisait avant avec la promotion de sa patrouille financière. Bon, c'est peut-être par rapport à toutes les faiblesses qu'il avait constatées avant. Mais réformateur, je crois qu'il l'a été réellement. Pas réformateur en agissant comme législateur, parce que les textes qui régissent l'IGF
aujourd'hui, c'est les mêmes textes de 1987, mais qui ont été amendés quand il a fallu la placer sous tutelle la présidence. Mais dans le force... Ma question, c'était que pourquoi il n'a pas pu trouver de relais en justice lorsqu'il découvre des malversations financières pour que les auteurs de ces actes soient traduits en justice ou au niveau de la police. Il y a, dans certains pays, au niveau de la police, il y a un parquet financier. Non, là vous touchez le point sensible. C'est pourquoi je disais, on a les points sensibles, c'est-à-dire, on a fait tous les focus étaient sur l'IGF. Or, l'IGF, c'est un maillon de la chaîne. L'IGF, il fait le contrôle, mais n'agit pas en parquet, même en tribunal, non. C'est-à-dire, quand vous dites pourquoi il n'est pas parvenu à aller au-delà, moi, je vous retournerai plutôt pourquoi on ne l'a pas aidé à ce que les actions aillent jusqu'au bout. Parce que quand vous faites, quand il fait ses enquêtes, il termine avec ses conclusions, il remet à sa tutelle, qui est la présidence de la République. Quand, par exemple, c'est le ministère de l'Énergie qui est impliqué, on suppose que la présidence de la République doit actionner la machine. Soit, si les faits qui sont repris dans les rapports de l'IGF sont flagrants et qu'ils sont passibles d'être instruits au niveau de la justice, c'est à la justice de prendre les relais. Et je crois que son grand combat a été toujours à ce qu'on arrive à la création d'un parquet financier. Je crois que ça, il a réussi à le faire parce qu'il a fait un plaidoyer, il a multiplié des rencontres par rapport à ça et finalement sa voix a été entendue. Il y a un tribunal économique et financier qui est créé auquel est rattaché un parquet financier parce que là au moins, les rapports de l'IGF auront un sens. Parce qu'on continue toujours à dire non, voilà, l'IGF a dénoncé, mais jamais on a senti qu'il y a 100 millions qui ont été détournés. Il y a au moins une partie qui est revenue nous la caisse. À vous entendre parler, je vois déjà à l'horizon ces combats sur la paternité de cette proposition de la création du parquet financier. Ça va revenir à qui? À M. Gilles Alinguetti ou à M. Constant Moutamba, parce que c'est aussi parmi le projet que avait proposé M. Moutamba, pas même qu'il ne devienne ministre de la Justice. Vous savez, en matière de services publics, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Ce projet de parquet financier, ça ne date même pas de Gilles Alinguetti. C'est un parquet financier, je crois, je me rappelle, dans les années 2002, quand on a repris avec la coopération internationale, avec le FMI, la Banque mondiale, les sujets étaient déjà sur la table. Ouais. C'est vrai qu'il y avait des réticences, mais quand l'IGF est venu, quand il nous a fait voir que réellement, il y a des pratiques, je prends les termes entre guillemets, des pratiques mafieuses dans la gestion de finances publiques, on s'est rendu compte qu'il y avait nécessité d'avoir un tribunal. Je crois que c'est par rapport à ce que le vieux Dimanche a souligné. C'est-à-dire parce que l'IGF n'a pas le pouvoir de sanction. L'IGF a le pouvoir de dénoncer. Mais n'a pas le pouvoir de sanction. C'est là, en fait, que moi, je voulais poser la question de savoir pourquoi tout ça. On a vu cette conférence de presse à Bruxelles. Si vous êtes un père et que vous envoyez un enfant aller acheter quelque chose, vous attendrez que l'enfant vous ramène la chose que vous lui avez demandé d'aller acheter. Mais l'IGF a fait une sorte de propagande, de publicité, alors que peut-être ce n'était pas une sorte de modus operandi, proprement dit, par rapport à ces missions qui ont été assignées. En fait, c'est là qu'on lui reproche de dire qu'il ne s'intéresse pas à la politique, mais apparemment de faire la politique. Non, c'est-à-dire, il faut comprendre. Vous savez, une institution comme l'IGF, il doit opérer dans un cadre légal. Le cadre légal, c'est le cadre qui limite vos attributions et qui vous donne des garde-fous. Il ne faut pas oublier, je le dis toujours, il ne faut pas oublier que l'IGF, c'est une institution de contrôle. Ce n'est pas un parquet. Parce que ce que vous demandez à l'IGF, si jamais Gilles Alinguetti l'avait fait en son temps, on allait dire non, mais l'IGF, Gilles Alinguetti se prend maintenant pour qu'il y ait un procureur général, il est magistrat ou comment. C'est vrai qu'il est resté dans les limites que lui fixe la loi. Mais après, il taxait. Il disait que voilà, telle personne, il l'a dit ici, nous avons rendu public le rapport pour que ces gens, membres du gouvernement, ne soient pas vus comme des saints. Alors que être vu comme saint, innocent ou coupable, cela ne relève que des juridictions. Mais justement, je crois peut-être, je n'arrive pas à saisir le sens. Il dit, les rapports de l'IGF. L'IGF, ce n'était pas une institution autonome. C'est une institution qui dépend de la présidence de la République, avec le président comme institution. C'est-à-dire, on suppose que quand vous êtes une institution sous tutelle, quand vous bouclez votre rapport, vous le présentez à votre autorité tutelle. C'est à l'autorité de tutelle d'en faire bon usage. C'est vrai que la méthode qu'on a reprochée souvent à l'IGF, c'était cette clameur publique. C'est de dire, non, tel a détourné, tel a déjà détourné.
Mais ce n'était pas une façon de sanctionner, parce que les gens, il y a des gens... oui, il y a des gens qui ont été indexés par l'IGF, mais qui n'ont jamais été sanctionnés. Oui, mais c'est parce que la sanction, le pouvoir de sanction revient à la justice. Est-ce que n'était pas un aveu d'impuissance devant de telles flagrances qu'il ne voit rien venir? Alors il s'est dit, en criant peut-être plus fort, non, en tout cas, je reconnais dans les différentes rencontres qu'on a eues avec lui, et dernièrement, quand il avait reçu un groupe de journalistes, il ne se gênait pas à le dire, que dans tout ce qu'il a fait, ils se sont rendus compte qu'ils se sont retrouvés devant un mur. Ils ne pouvaient plus progresser. C'est pourquoi tu te rendras même compte que pour l'année 2025, l'IGF avait inscrit cette année dans le cadre de la mobilisation sur la lutte contre la corruption et le patriotisme. Parce qu'ils se sont rendus compte que la patrouille financière, c'est vrai qu'il a produit des résultats. Parce qu'aujourd'hui, au moins, il y a cette paire de gendarmes qui existe. Ça, il faut reconnaître. Quand tu es gestionnaire de l'État, quand tu poses des actes, même tes propres collaborateurs vont te dire, chef Keba, IGF peut passer par là. Ouais. C'est-à-dire, au moins, cette paire-là, on sait que quand tu es en possession, tu as un pouvoir de gérer notre argent et qu'on peut te contrôler. Mais son action était limitée. Il a avoué, clairement il a avoué. Donc il est parti sur un échec. Il a avoué, pas forcément un échec, mais au moins, son avantage c'est qu'il a réussi à faire bouger les lignes. Alors, il a réussi à faire bouger les lignes, et les lignes ont réellement bougé. Voilà, mais parmi les choses qu'on lui reprochait, c'était notamment qu'on se disait que Jules Alinguete ne regardait pas beaucoup du côté de la présidence de la République. Alors, je lui ai également posé cette question dans cette interview, parce qu'il y avait une enquête qui était en cours au niveau de la présidence, et il a donné sa réponse. C'est là aussi qu'on trouve le rôle de l'IGF, qui dépend de la présidence. Donc, du coup, c'est un peu... Allez, on va suivre cet extrait, et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, d'autres rapports dont les Congolais attendent toujours les conclusions, de votre part, c'est celui de vos enquêtes sur la présidence de la République et aussi de l'Assemblée nationale. Où en est-on ? Je ne sais pas quel rapport on attend de la présidence de la République. Je l'ai plusieurs fois dit dans des interviews. Le directeur du cabinet du chef de l'État, lorsqu'il est arrivé en fonction, il a estimé qu'il devait avoir une situation claire des effectifs utilisés au niveau du secrétariat général de la présidence de la République, et il a demandé à l'inspection générale des finances de lui faire un travail pour qu'ils comprennent qui travaille aujourd'hui comme agent au niveau de la présidence de la République. Dans le même ordre d'idée, il nous a demandé de faire un état des liens des contrats qui lient la présidence de la République avec certains fournisseurs de services. Ça, c'est un travail commandé par les directeurs du cabinet. Nous l'avions fait et nous avions transmis les rapports, et je crois que le rapport est en train d'être exploité. À ma connaissance, il y a eu déjà certains contrats avec certains fournisseurs qui ont été revus, qui ont été annulés. Est-ce que vous avez trouvé des anomalies là-dedans, dans ce... Ah oui, nous avions trouvé qu'il y avait aussi des agents qui travaillaient au niveau du secrétariat général à la présidence qui n'avaient pas d'acte administratif. Tout ça, nous avions fait rapport. Et maintenant, je crois qu'au niveau de la présidence, les directeurs du cabinet sont en train de s'activer pour mettre les choses en ordre. Nous avions fait un rapport. Nous avions toujours été directs, on ne cache rien. Vous êtes un grand ami de la presse. Pour vos rapports, généralement, vous en parlez à la presse, mais apparemment, pour la présidence, vous ne voulez pas parler de ce que vous avez vu. Mais il y a des rapports, je comprends votre préoccupation, mais il y a des rapports qui sont commandés par les autorités, et la procédure, c'est de leur faire tout d'abord rapport. C'est le cas des rapports sur les forêts au Congo. C'est un rapport qui nous a été demandé par le gouvernement. Nous l'avions fait, nous avions remis les rapports au gouvernement, et c'est le gouvernement qui a pris la responsabilité de publier. C'est le cas aussi de l'audit des effectifs et des contrats au niveau de la présidence. C'est la présidence qui nous a demandé de faire l'audit et de lui donner les rapports. Donc, nous n'avons pas, nous, la liberté dans ces cas-là. Lorsque une autorité, le gouvernement demande de faire un travail, nous n'avons que la possibilité de lui donner des rapports. C'est au gouvernement de voir s'il faut publier ou comment il faut l'exploiter. Mais lorsqu'il s'agit des missions de contrôle qui entrent dans le cadre de notre programme d'action approuvé par notre hiérarchie, où nous avions dit qu'il faut contrôler tel secteur, tel service, nous les contrôlons. À ce moment-là, lorsqu'il y a des faits importants, comme c'est de l'initiative de l'inspection générale des finances approuvée par sa hiérarchie, donc nous prenons au fait la décision dans le cadre de la lutte contre la corruption, les détournements, de publier les rapports pour décourager les prédateurs. Alors il y a...
Voilà, donc on en a parlé justement de cette affaire de la présidence, il y a répondu, mais il faut dire quand même que, comme je l'ai presque effleuré dans cette interview, il avait quand même de très bonnes relations avec les médias, hein, Jules Alinguetti. Est-ce que ce n'était pas des alliances objectives? Se sentant impuissant d'aller un peu plus loin, il a préféré de signer justement une espèce de gentleman agreement avec la presse pour l'aider à... Non, je crois que vous avez totalement raison. Divulguer les noms de... Non, c'est-à-dire, bon, vous l'avez même présenté comme réformateur. Parce que quand Gilles Alinguetti arrive, il faut reconnaître qu'il trouve de mauvaises habitudes qui se sont enracinées. Et les gens qui l'ont nommé, ce sont les mêmes personnes qui devraient contrôler un jour. Et malheureusement, ces gens-là ne lui rendent pas un service, ne lui facilitent pas la tâche. Il doit trouver un rempart pour bien rebondir. Et le meilleur rempart, c'était la presse. C'est vrai que par rapport à tous les succès qu'il a récoltés pendant ces 5 ans, la presse l'a terriblement aidé. Et c'est vrai que, bon, ces rapports avec la presse, ce n'était pas de la philanthropie non plus. C'était pas de la philanthropie, mais il faut reconnaître que non, l'IGF tel que nous la connaissons aujourd'hui, la presse est pour beaucoup. Ouais. La presse l'a vraiment accompagné. Et je crois qu'elle a trouvé... Vous savez même... Bon, c'est vrai que comme inspecteur général des finances, dans son mode opératoire, il a fonctionné comme un activiste de la société civile. La meilleure façon de dissuader quelqu'un, c'est de le soumettre à la clameur publique. Et dénoncer. Et dénoncer. Et je crois que c'est la méthode là qui a payé. Et la meilleure façon pour dénoncer, il fallait passer par des canons. Et je crois que la presse l'a aidé à atteindre ses objectifs. La presse a fait son travail. Et la presse a fait son travail et la presse s'est retrouvée en contrepartie dans le travail. Et la presse a fait sa publicité. Ça a fait sa publicité. Alors, M. Faustin... Et c'était important parce qu'en dehors de la presse, je ne vois pas quel autre canal il pouvait s'appuyer pour faire passer son message. Aujourd'hui, M. Faustin, il faut le dire et l'admettre que l'image de l'IGF est collée à l'image de M. Alinguetti. On peut le voir même sur ces photos. Alinguetti, excusez-moi, le principe de fixité et d'imitabilité des noms, est collé à l'image de M. Alinguetti. Est-ce que vous pensez que la tâche, elle est facile pour son remplaçant? Parce qu'on peut voir même son visage, rien qu'en le voit, aller voir. On voit l'IGF, on voit comme un chien enragé. Est-ce que c'est une tâche facile pour son successeur? Bon, c'est vrai que personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. On ne s'attendait pas à ce que Gilles Alinguetti aligne des exploits comme il l'a fait. Parce que, vous savez, votre point de vue, c'est comme si on s'est dit, bon, après Gilles, l'IGF, là, c'est fini, on ne va plus en parler. C'est vrai qu'il a mis la barre tellement haut que celui qui vient après lui, moi je le considère comme un Jean-Baptiste un peu dans la Bible, là. Il a tracé le chemin. C'est celui qui vient, c'est le Christ. Parce que celui peut-être qui viendra après moi, il fera plus. Voilà, son remplaçant s'appelle M. Bitasimoa Christophe. On va peut-être voir sa photo tout à l'heure. C'est quelqu'un qui était aussi dans l'IGF. On en parlera. On fera une émission assez approfondie là-dessus avec notre ami Henri Moutombo pour mieux le connaître. Donc, tu vois, c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a dans notre pays, il y a des gens qui ont incarné une rigueur dans la gestion. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle Kengo, on voit directement sur la rigueur. La rigueur, oui. Quand vous parlez du fait vous voyez directement la régie des eaux. C'est comme si la régie des eaux est collée à lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi... il y avait macroéconomique, non? Quand on parle Matata, on voit stabilité, tout ça, ainsi de suite. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que pendant qu'il était là, les taux étaient stables. On ne va pas entrer dans ces débats. Voilà. On ne va pas entrer dans ces débats. Donc c'est ça. Donc, pour répondre à votre question, j'ai dit, bon, Gilles a fait son temps. Gilles a fait son temps. Je crois que c'était la première question de Marius. Est-ce que son départ de l'IGF est une surprise? Surprise, oui, par rapport à tout ce qu'il y a eu comme débat avec l'interview de l'ancien ministre des Finances. Mais, comme mandataire public, c'était inévitable. Quand tu as un mandat public, il faut t'attendre à ce que, de la même manière qu'on t'a nommé, et qu'un jour, tu finiras par partir. Voilà. Vous avez parlé de coulage de recettes. De recettes, oui. Publiques. Moi, je veux revenir à un secteur qui est quand même assez sensible dans notre pays, c'est l'immobilier. La Gambie est en train de se moderniser à une vitesse vertigineuse.
je crus comprendre que l'IGF avait signé des accords, par exemple, avec certains ministères pour la gestion de fonds, comme les ministères des Affaires foncières. Donc, on ne pouvait pas accepter de voir quelqu'un construire un immeuble en hauteur sans qu'on ne sache comment il a pu obtenir cet argent-là. Il parle de la bancarisation oui. des transactions Comment il a d'achat pu et de vente obtenir de le fonds parcelles. pour construire aussi facilement des immeubles dans la ville de Kinshasa? Non, j'ai dit, bon, en fait, c'est la grande erreur qu'on continue à commettre. C'est-à-dire, on a donné tellement de pouvoir à l'IGF, on croit qu'il est omniprésent, il est omnipotent, donc chaque fois qu'il y a un peu d'argent qui passe, l'IGF doit être là. Les actions de l'IGF sont encadrées par la loi. Et il y a ces matières pour lesquelles l'IGF n'a aucune compétence. Comme sur le blanchiment d'argent, par exemple. Il y a une cellule nationale des renseignements financiers qui existe pour ça. C'est-à-dire, quand tu te retrouves avec 10 millions de dollars dont on a du mal à retracer, c'est la CNRF, en principe, qui doit enquêter sur ça pour établir la traçabilité, qu'on sache un peu comment tu t'es retrouvé avec 10 millions de dollars. C'est vrai que l'IGF a fait un effort pour rationaliser certaines procédures administratives dans le secteur foncier. C'est-à-dire, pour avoir un certificat, par exemple, quand tu achètes un immeuble, on s'est dit, bon, tu as acheté 1 million, il faut qu'on sache quand même que les 1 million, là, est-ce que c'est passé par les circuits bancaires, comment c'est fait les transactions? Parce que vous savez qu'à un certain niveau, à un montant, il faut nécessairement passer par les banques. Alors, quelqu'un qui se promène avec 10 millions, dans un pays normal quand même, il faut qu'on sache où est-ce que tu as trouvé les 10 millions. Mais il y a le bémol, c'est que ceux qui sont, ces propriétés immobilières aujourd'hui, que tu dénonces là dans la ville, là, ils se recrutent où? Ce sont les politiciens, ce sont eux qui ont la décision. Voilà, on va marquer une pause. C'est-à-dire, vous êtes censé contrôler les gens qui ont peur dans les secteurs faisant l'objet du contrôle. Tu seras vite à une difficulté. Voilà. Parce qu'il ne faut pas nous dire que non, ce sont des pauvres citoyens de Kisenso qui construisent à Gombe. À Kisenso, il y a des riches aussi, hein? Mais des riches, mais à un niveau un peu plus bas. Donc, ceux qui construisent à Gombe sont connus. Ouais. Et la plupart se recrutent dans le monde politique. Et c'est la grande difficulté que justement IGF, que Gilles Alinguet a connue. Les personnes qui t'ont fait roi, ce sont ces mêmes personnes-là que tu dois contrôler. Voilà. C'est compliqué, ça. Ce n'est pas évident d'être à sa place, on peut le dire. Alors, on va essayer de voir ce que notre ami Cocorico, notre analyste intelligence artificielle, pense. Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'essais. On va l'essayer en direct. Je n'ai pas fait d'essais, je ne lui ai pas donné des données. Mais ce que je vais lui proposer, c'est je te propose donc d'aller en ligne et de me trouver des informations récentes que tu as sur M. Jules Alinguet, inspecteur général de finances, mais également de son rapport qui a accablé l'ancien ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, de la dernière sortie médiatique de M. Nicolas Kazadi, et aussi de tout le travail que M. Alinguet a fait en RDC et l'IGF sur la lutte contre la corruption. Et dès que tu as toutes ces informations, dis-moi que tu es prêt, comme ça, je serai prêt à te poser des questions. Je suis prêt à répondre à vos questions concernant M. Jules Alinguet, son rapport sur M. Nicolas Kazadi, la dernière sortie médiatique de ce dernier, ainsi que les efforts de l'Inspection générale des finances dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Alors, dis-moi, M. Alinguet, comme tu le sais, j'espère, a été, on va parler de limogé, à la tête de l'IGF. Il a été remplacé. Est-ce que tu es au courant de ça? Alinguet. Oui, Marius, je suis bien au courant. Jules Alinguet a effectivement été remplacé récemment à la tête de l'Inspection générale des finances. C'est une décision qui a surpris beaucoup de monde, vu le rôle central qu'il jouait depuis plusieurs années dans la lutte anticorruption en RDC. Pour te donner un peu de contexte, sous sa direction, l'IGF est devenue une institution très visible, multipliant les audits, les rapports accablants, notamment contre des poids lourds comme l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Et justement, certains disent que cette hyperactivité des ennemis au sein même du pouvoir.
Veux-tu qu'on creuse sur les raisons avancées pour son départ, ou plutôt sur qui l'a remplacé et ce que ça signifie? J'aimerais beaucoup qu'on discute sur qu'est-ce que tu penses, Louis, toi, de ce départ. Est-ce que c'est politiquement motivé? Est-ce que tu penses qu'il a suffisamment donné, qu'il devait aller se reposer? Ou tu penses que, voilà, qu'il était important qu'il parte, ou il y a des raisons que tu penses, quand tu analyses tout ce qu'il a fait, et qu'il parte aujourd'hui? Quel est ton point de vue? Très bonne question, Marius. Alors, sans donner d'opinion personnelle, on peut analyser ça sous plusieurs angles. D'un côté, certains disent que Jules Allenjet avait fini par incarner trop de pouvoir personnel à l'IGF. Il était devenu presque une figure politique à part entière, ce qui pouvait gêner, notamment à l'approche des recompositions post-électorales. Donc son départ pourrait être vu comme un rééquilibrage du pouvoir. D'un autre côté, il y a ceux qui pensent qu'il a payé le prix de ces enquêtes. Ces rapports ont ciblé des ministres, des gouverneurs, des gestionnaires publics. Il s'est fait beaucoup d'ennemis. À force, certains pouvaient vouloir l'écarter pour calmer le jeu. Enfin, il y a l'argument du cycle naturel. Après plusieurs années intenses, certains estiment qu'il fallait du sang neuf à l'IGF. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il était usé. Il avait encore de l'énergie et de l'influence. Veux-tu qu'on explore les réactions politiques à son départ? Parce qu'elles disent aussi beaucoup sur les dessous de cette décision. Oui, vas-y. Quelles sont les réactions politiques à son départ? Alors Marius, du côté politique, c'est assez divisé. Dans le camp présidentiel, certains proches de Félix Tshisekedi essayent de présenter ce changement comme une décision normale, presque administrative, pour renouveler les équipes. Ils minimisent donc l'idée d'un limogeage politique. Mais dans l'opposition, et même parmi des alliés critiques, beaucoup voient ça comme un signe d'affaiblissement de la lutte anticorruption. Ils disent: comment peut-on se séparer d'un homme qui a tant exposé les détournements, y compris dans les plus hautes sphères? Certains y voient une manœuvre pour calmer des tensions internes. Et puis, il y a une autre lecture. Certains analystes estiment que ça pourrait être une façon pour Tshisekedi de repositionner son équipe après la réélection, en faisant place à des figures plus alignées, surtout en vue des défis de ce nouveau mandat. Tu veux qu'on parle aussi de ce qu'a dit Nicolas Kazadi dans sa dernière sortie médiatique? Parce que ça s'inscrit un peu dans ce contexte, justement. Essaye de compter. Dis-moi. Oui, alors Nicolas Kazadi, dans sa dernière sortie, a vraiment cherché à se défendre. Il a critiqué ouvertement le rapport de l'IGF, disant qu'il était biaisé, exagéré et motivé par des intérêts personnels ou politiques. Il a même accusé Jules Allenjet de dépasser ses prérogatives, de faire de la communication pour se construire une image plutôt que de rester un technicien au service de l'État. En gros, Kazadi essaie de retourner la situation. Il ne nie pas forcément tous les problèmes, mais il dit que l'IGF s'est comporté comme un organe de déstabilisation plutôt qu'un outil neutre. Ça montre bien à quel point les tensions entre eux étaient devenues publiques. Veux-tu qu'on creuse sur le contenu précis des accusations portées contre Kazadi? Non. Parce qu'elles sont assez lourdes quand même. Quelles sont ces accusations? Rappelle-nous rapidement. Bien sûr, Marius. Les accusations clés dans le rapport de l'IGF contre Nicolas Kazadi concernaient surtout la mauvaise gestion et des irrégularités dans l'utilisation des fonds publics. On parle notamment de surfacturation, d'attribution de marché sans respecter les règles et de paiements jugés irréguliers, notamment autour de projets financés par des emprunts ou des bailleurs. L'IGF a aussi pointé du doigt certaines pratiques jugées opaques dans la gestion des finances publiques. En gros, ce rapport brossait le portrait d'un ministère des Finances qui, sous Kazadi, aurait manqué de transparence et de rigueur, ce qui est très grave dans un pays où chaque franc compte. Mais évidemment, Kazadi réfute ces accusations et dit que beaucoup de décisions étaient politiques ou dictées par des urgences nationales. Veux-tu qu'on discute des répercussions possibles pour Kazadi après ce rapport?
Non, merci beaucoup, hein. Je suis ici avec un confrère à moi qui est venu analyser avec nous cette situation. Il s'appelle Faustin Ouediasala. Il est directeur des publications du magazine Eco News. Je pense qu'il peut avoir peut-être une question à te poser par rapport à cette situation. Est-ce que tu es prête? Ah, parfait, Marius. Bien sûr, je suis prêt. Je salue Faustin Ouediasala et je suis à l'écoute pour sa question. Non, merci. Moi, je voulais juste, est-ce que vous pouvez être beaucoup plus explicite sur l'importance de l'inspection générale des finances dans un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, qui a de très grandes potentialités, mais qui continue à être classé parmi les pays pauvres très endettés. Merci. Merci, Faustin. C'est une question essentielle. L'inspection générale des finances, dans un pays comme la RDC, joue un rôle clé parce qu'elle sert de chien de garde des deniers publics. Dans un contexte où l'économie est riche en ressources, mais où les institutions sont souvent fragiles, l'IGF peut être un des rares outils capables de surveiller, contrôler et alerter sur les détournements et les gaspillages. Mais attention, sa force dépend de son indépendance et de la volonté politique de laisser ses rapports produire des effets. Sans ça, même les meilleures inspections restent sans suite. Donc, en résumé, l'IGF peut être un levier puissant pour briser le cercle de pauvreté et de mauvaise gouvernance, à condition qu'on lui donne les moyens et l'espace pour travailler. Si vous voulez, je peux aussi parler de quelques succès ou limites récents de l'IGF. Ok, merci beaucoup. Mais moi, je voudrais te poser une question en rapport avec le deal qui est en préparation entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Quand on sait que l'IGF a joué un rôle très important dans le contrat entre la RDC et la Chine, est-ce que tu vois un rapport entre le limogeage, appelons ça comme ça, des Jules Alingueté et le contrat entre la RDC et les États-Unis qui est en train d'arriver? Comment est-ce que tu vois ça sans Jules Alingueté? Ah ça, c'est une très bonne question, Marius. Bien sûr. Effectivement, il y a matière à réflexion ici. L'IGF sous Jules Alingette a eu un rôle clé dans la réévaluation du fameux contrat sino-congolais, souvent appelé le contrat du siècle. L'IGF a dénoncé un déséquilibre en défaveur, ce qui a mis la pression sur les partenaires chinois pour renégocier. Maintenant, si on regarde les discussions stratégiques actuelles entre la RDC et les États-Unis, surtout autour des minerais stratégiques comme le cobalt et le lithium, on peut se demander si certains dans l'appareil d'État voulaient éviter que l'IGF joue encore ce rôle d'arbitre gênant. Sans Alingette, l'IGF pourrait être moins incisive, laissant plus de marge aux négociateurs politiques. Mais attention, ça reste une hypothèse parmi d'autres. Il est aussi possible que les Américains eux-mêmes réclament plus de transparence, ce qui exigerait une IGF forte, pas affaiblie. Donc le lien entre ces événements n'est pas évident, mais il y a des tensions sous-jacentes qu'il faudra suivre de près. Veux-tu que je te donne les points clés du deal en préparation avec les États-Unis? Non, merci beaucoup. Mais avant, je voulais quand même que tu... Est-ce que tu sauras prononcer le nom des Jules Alingueté? Ce n'est pas Alingette, mais c'est Jules Alingueté. Tu peux faire ça? Ah, absolument, Marius. Tu as raison, c'est bien Jules Alingueté, pas Alingette ni Arlengette, comme certains le prononcent mal. Merci pour la précision. Allez, merci beaucoup, hein, merci à toi. Voilà, donc on a suivi. Elle vous a rejoint. En tout cas, ces analyses sont vraiment proches de ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qui est quand même assez extraordinaire pour notre cher Cocorico. Oui, justement, parce que Je voulais avoir son point de vue par rapport à ça. Non, j'ai apprécié. Apparemment, c'est comme si on avait fait un briefing avant. Ouais. On est allé presque dans le même sens. Ouais. Je souhaite évidemment, parce qu'on a intérêt, parce que, vous savez, Marius, quelquefois, ça fait très mal qu'on parle de la RDC comme un pays qui pèse 24 000 milliards en ressources minières, mais dont la population vit sous le seuil de la pauvreté. C'est impensable. Paradoxal. Parce que par rapport à nos capacités de mobilisation de recettes, on ne peut pas... Déjà,
Déjà, quand les gens se félicitent qu'on a un budget de 16 milliards de dollars, ça c'est l'argent de poche par rapport à nos potentialités. C'est vrai qu'il y a un pas qui a été franchi énormément d'ailleurs, parce qu'on est passé d'un budget de 400 millions à 16 milliards. On espère que ça va évoluer, parce que selon les estimations, au moins, les économistes pensent que vous savez, quand tout à l'heure on parlait de Matata, parce que la stabilité économique continue à lui coller à la peau. Mais comme à l'époque de Kengo, les gens lui retournaient et disaient, mais on ne mange pas la rigueur, on ne mange pas la stabilité. Évidemment, le problème chez nous, c'est que, tu vois, même si on parle d'un taux de croissance, vous pouvez imaginer que depuis une dizaine d'années, on a un taux de croissance économique qui est positif. Il y a même à une certaine période, on avait même frôlé les 10%. Mais en termes de pouvoir d'achat, on est nul. Parce que notre problème, qui font cette croissance économique? C'est les secteurs miniers. Oui, qui sont dans les secteurs miniers? Ce ne sont pas forcément des Congolais, ce sont des multinationales. C'est que les produits ou les revenus de notre croissance économique, nous les exportons. Et ça ne retourne pas au sein de l'économie. Donc je crois qu'il y a un grand travail qui doit être fait. Et si l'IGF, comme je le disais tantôt, l'IGF a apporté en fait un vent nouveau. L'IGF nous a fait voir, même aux Congolais moyens, qu'il y a l'argent dans ces pays. L'essentiel, c'est de savoir les canaliser. Merci énormément. C'était très, très édifiant tout ce que vous nous avez dit sur l'IGF. Et M. Alinguetti, un très, très, très grand merci à vous d'être venu. Mais on va parler de notre sujet qui nous concerne. Le nouveau pape, M. Charles Dibandja Wembi. Vous êtes catholique, vous étiez... ça s'est passé très vite hier pour avoir le nouveau pape Jean-Kia. Oui, mais M. Charles était directeur des informations à la radio-télévision catholique Elikia. Oui, mais c'est parti vite. À deux jours seulement après, on a eu la fumée blanche. Je crois que l'Église catholique a horreur du vide. Ok. Il fallait absolument trouver un berger. Oui. On est combien à travers le monde? Plus de, je crois, 14 milliards. Plus d'un milliard. Plus d'un milliard. 1 milliard 4 de catholiques. Il fallait absolument. Avec 20% au niveau de l'Afrique. Vous voulez parler des 10 milliards? La population mondiale? La population mondiale, je ne sais pas la proportion. On a déjà dépassé le milliard. Oui, la proportion de catholiques à travers le monde, il fallait faire vite. Oui, il fallait faire vite. Mais alors, on était un peu dessus parce que notre ami Cocorico nous a dit qu'il peut avoir la possibilité d'avoir un pape africain. On a même fait des spéculations dans tous les médias. Ça peut faire rire, mais j'ai vu des gens pas que chez nous, Bon, ça c'est dans le cadre purement de l'humour. Des gens créaient déjà des groupes de soutien, des amis de Léon 14. On attendait quand même. Et d'autres qui réclament la vérité des urnes sur l'élection du pape parce qu'Ambongo n'a pas été élu pape. Ils se réclament parce que l'Afrique regorge au moins le berceau des chrétiens catholiques, 20% dans le monde. Mais comment se fait-il? Ils réclament la vérité des urnes. Alors, pardon, avant de continuer, je voudrais quand même qu'on sache, quand même, on a l'Internet. Je peux dire un mot. Pardon, dites-moi. La population mondiale est estimée à combien d'habitants? On a une discussion, mais on aimerait bien avoir une réponse, s'il te plaît. Oui, bien sûr. La population mondiale est estimée à un peu plus de 8 milliards d'habitants aujourd'hui. Ouais. Mais ça, Henri nous l'a dit. C'est une estimation qui continue de bouger légèrement chaque année. Mais on est bien au-dessus de ce cap symbolique depuis novembre 2022. Voilà, donc 8 milliards. Merci, je voulais bien, parce que sinon, on aurait laissé les téléspectateurs comme ça. Il y a un club des amis des papes. Ouais, il y a un club, un groupe WhatsApp. Moi, en vrai, je peux vous raconter cette anecdote. Moi, j'ai été ajouté dans ce groupe. mais on attendait quand même le cardinal Ambongo. J'ai vu même qu'il y a des groupes qui se sont créés pour soutien au cardinal Ambongo. Notre ami Cocorico nous a parlé de à quoi ça ressemblerait. De la papauté mais si vous lisez l'histoire, il semble que la relation entre le Saint-Siège et notre pays date de, je crois, 14e siècle, à l'arrivée des Portugais dans le royaume Congo. Dans l'histoire, semblait-il, il y avait même eu un évêque autochtone, qui est allé enterré à Rome. On a même parlé de pape noir, de pape noir dans l'histoire de l'Église catholique. Je crois que cette fois-ci, si on avait élu un pape noir, ça n'aurait pas été une nouveauté. Non, ça n'aurait été pas une nouveauté. Il semble que les traditions existent, mais seulement on n'en parlait pas beaucoup. C'était quand même... c'est difficile d'avoir directement, parce que le pape qui a été élu, qui a été créé, disons, ne figurait pas trop sur...
Bon, l'Église parle plutôt de la création. Non, on crée les cardinaux. On crée les cardinaux. On mais les élit papes les sont papes. Élus par les cardinaux. On crée les cardinaux. Oui, oui. Donc après, la papauté acceptée par la personne qui a été élue, c'est là que entre en fonction le terme élection, mais il ne figurait pas trop parmi les favoris Non. Parce que l'Afrique attendait quand même qu'enfin on va avoir un pape africain. On a eu des favoris, mais bon. Mais lui-même, Ambongo l'a dit à quelques jours de l'ouverture du Il a dit conclave. Il a dit, en tout cas, je ne suis pas là pour l'Afrique, je ne suis pas là pour la RDC, je suis là pour l'Église. Il ne faudrait pas personnaliser les débats autour de la papauté. J'ai hâte que cela finisse et que je regagne Kinshasa et assumer mes On voudrait fonctions que de l'Église soit cardinal. polluée par la question identitaire. Alors que- Voilà. Vous avez... Cher Faustin, vous avez parlé tout à l'heure au début de l'émission de... Heureusement qu'il n'y a pas eu un pape congolais, sinon qu'est-ce qui se serait passé? Mais sinon, vous aurez des groupes de soutien au pape. Dynamique, pape Ambon au premier. Et puis, il y a une partie du clan qui allait s'installer au Vatican. Les autres règnent maintenant au Vatican. S'ils ne trouvent pas de place au Vatican, ils s'installent. Même des déclarations politiques, au quartier les plus proches. Moi, je crois d'abord, l'Église catholique, dans sa forme actuelle, n'est pas prête à accueillir un pape noir. Pourquoi? Et l'Afrique aussi n'est pas de son côté prête à offrir un pape noir à l'humanité. Pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai que nous incarnons les berceaux du catholicisme moderne, mais on est encore trop traditionnel. Bon. Et puis, il ne faut pas se voiler la face. L'Église catholique, c'est une invention de Blancs. C'est une affaire de Blancs. Il faut pas. C'est pas notre truc. Nous, on est allé là-bas, comme on dit à Lingala, comme des Malandangoul. On a adhéré, on a abandonné nos religions et puis on adhère dans une histoire de blancs. Il faut accepter les règles déjà fixées par les mêmes blancs. Mais avec les rites zaïrois et congolais, donc c'est ça le problème. Donc il faut l'adaptation. Il y a l'inculturation. Il faut pas justement il faut pas que nous raisonnions par pitié. C'est-à-dire que c'est nous qui portons le catholicisme, on devait nous donner tout ça. Non. Ça ne se passe pas comme ça. C'est leur affaire. Est-ce que vous savez? C'est pas notre affaire, c'est l'affaire des blancs. Est-ce que vous savez comment on est arrivé à chanter les Notre Père en lingala? Non, ça c'est pas. Ça c'est une adaptation. De la même manière que les Blancs pensaient. Mais avec les Blancs pensaient. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Mais on l'a traduit par la suite. Oui. Mais justement, avec cette inculturation, il y a la prise en compte de nos cultures, de nos valeurs africaines. Mais justement, là c'est sectoriel. Est-ce que je peux vous protéger? C'est sectoriel. Je peux vous protéger. Vous ne contredisez pas. Vous ne le contredisez pas. Voilà. Je pense que moi, si je vous ai compris, ce qu'il est en train de dire, c'est que, en fait, l'Église catholique, ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. C'est quelque chose qui appartient à une certaine civilisation, une certaine culture. Attends, pardon, vous êtes en train de me dire que c'est... Non, mais l'Église catholique n'est pas née en Europe. Elle est née où? Il a d'origine judéenne. Mais c'est installé où? Quand on dit les papes, il s'est répandu. Quand on dit les papes, et il s'est répandu, c'est pas africain. Non, il s'est répandu. Judéen, c'est pas africain. Bon, évidemment, je voudrais pas. Je voudrais pas entrer dans. Là, c'est un débat idéologique. Mais moi, à mon avis, je considère que l'Église catholique n'est pas prête à accepter un pape noir. Parce que... De la même manière aussi, l'Afrique, qui est censée offrir le pape noir là, n'est pas aussi prête. Ok. Mais quand tu es revenu sur l'élection de l'Américain, là, vous savez, il a pris le nom de... Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas catholique pratiquant, bon. Mais comme nous tous, on est passés par là, on a des petites réminiscences. C'est-à-dire, d'abord, il hérite des noms du premier pape du XXe siècle, et le dernier pape du XIXe siècle. Vous savez, c'est la transition avec la révolution industrielle, là. Le marxisme est né, le capitalisme est à son apogée, tout ça. Il y a des guerres sociales, il y a des injustices, tout ça. Lui, il revient, il impose la doctrine sociale de l'Église. Les papes Louis XIII. Oui. Et moi, je suppose, j'ai fait une lecture simplement. Si l'actuel a préféré hériter de ces noms-là, en se présentant comme Léon XIV, c'est peut-être parce que lui aussi, il veut apporter sa réponse. Lui, c'est Léon XVI. Non, Léon XIV. À 14, hein? Je comprends, tu n'es pas catholique. Non, ça va, je pense à Léon XVI. Je pense que lui aussi, il veut apporter à sa manière sa réponse aux grands bouleversements sociaux d'aujourd'hui. Vous savez, avec de plus en plus aujourd'hui, les pays fonctionnent selon les principes chacun pour soi, Dieu pour tous.
En Amérique où tu vis avec l'élection de Trump, on le sent. Je vis maintenant ici. Où vous vivez. Okay. Je rectifie. Et Trump nous l'a fait voir que non, America First. Et d'autres nations commencent de plus en plus à emboîter ces pas-là. C'est-à-dire le capitalisme est arrivé à son niveau, je ne dirais même pas le capitalisme, mais le libéralisme est arrivé à son niveau le plus vil, où au nom du profit, on peut tout faire. Au nom du profit, on peut tout imposer. Et je crois que c'est par rapport à toutes ces questions, c'est à ce moment-là que l'Église a besoin de montrer la voie sûre. Très bien. Alors, ce pape n'est pas si loin de la RDC. Il a été ici en RDC. Il a été à Dongu, à Isiro, dans les Hauts-Touélé. Il avait même visité la congrégation des pères Augustins. C'était à Limité, donc on peut voir dans ces images. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, monsieur Charles Dimandja Wembe? Oui, mais que nous avons des relations, je n'allais pas dire mystiques. Que le pape mais n'est pas... Le nouveau pape, le Congo, ce n'est pas une terre inconnue. Ce n'est pas une terre inconnue. Ouais. Il a été à Isiro, Dongu, c'est la patrie de Clémentine Nengapete Adoarité, qui a été sanctifiée, je crois, finalement, par l'Église catholique. Béatifiée, finalement. Donc, de relations entre notre pays et l'Église catholique sont... Nous sommes d'ailleurs le plus grand pays catholique d'Afrique, et ce n'est pas par hasard, souvent, qu'on ait un regard particulier par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Et les papes portent toujours ces prières dans notre pays. Je crois que nous sommes le premier pays africain à avoir reçu successivement 2 papes. On a Jean-Paul II qui était venu ici à l'époque du président Mobutu. On a le pape François. Et ça a changé quoi? On ne parle pas de changement de... Attends, nous sommes en train de négocier un nouveau contrat minier avec les États-Unis. Levez vos mains sur le Congo. Ça, c'est le pape. Ça, c'est le pape François. Qui l'avait dit lors de sa... Je ne pense pas que le pape va interférer dans ces... Non, il ne va pas interférer, mais au moins... Oui, mais au moins... Il a dit que c'est pas une terre. Il a dit vous apporter la paix, ça suffit. Le Congo n'est pas une terre à exploiter. Mais après, il a un statut de chef d'État. C'est vrai que c'est un statut. Non, il faut pas. C'est vrai que c'est un titre. Il faut pas mélanger les genres. Il faut pas mélanger les genres. C'est vrai que les contrats RDC, les contrats RDC États-Unis, c'est fait au niveau de l'administration. Non, mais c'est à nous maintenant de négocier ce contrat pour qu'il profite réellement. Vous avez parlé de la pauvreté ici, de la misère. Nous avons beaucoup de richesses. Comment expliquer que nous vivons dans la pauvreté? Et ce n'est pas au Vatican de le dire aux États-Unis. Non, ce n'est pas au Vatican. Ce n'est pas parce que le pape est américain qui va dire à Trump non, il faut s'occuper de ces gens-là. Il y a longtemps qu'ils sont dans la pauvreté. Non, pas du tout. Mais vous serez d'accord avec M. Festa qu'il y a une politique interne du Vatican, mais qui ne s'affiche pas du fait de la position religieuse de l'Église. Le fait que le pape ait dénoncé la main de multinationales sur le minerai de ce pays, je crois que les lignes sont en train de bouger. Non, Marius, moi je voudrais... Et j'en discute souvent avec des amis. Vous savez, dans nos discussions, quelquefois, on se présente comme un petit naufragé là. Vous voyez un naufragé là, quand il se noie, il est prêt à s'appuyer même à un petit arbre qui ne va pas le sauver. C'est-à-dire, un Américain arrive au Vatican, on se dit, celui-là, il va résoudre nos problèmes. Pas du tout. C'est l'Église. C'est vrai, le Vatican, c'est un État. Il est là parce qu'il a été choisi par des cardinaux pour défendre l'Église. Point barre. Oui, justement, on ne parle pas de la défense des droits des Congolais. Il ne faut pas faire ou de l'intérêt. Non, il voit avec le deal maintenant, comme c'est un Américain, non, peut-être il va l'écouter. Non, mais l'histoire, excusez. Mais le fait qu'il le pape ait dénoncé les comportements nocifs des sociétés multinationales. Ça, c'est très important. Ça. Non, on ne parle pas seulement de dénoncer. J'étais en train de dire tout à l'heure que l'Église a une politique interne, mais qui ne veut pas s'afficher aux yeux du monde. Mais c'est un État, c'est un État. Le Vatican, c'est un État. Justement. Il a un nonce apostolique ici. Il a appelé nonce, mais c'est un ambassadeur. On a eu le Norvégien Jean-Paul II, on a eu Benoît XVI. Jean-Paul II qui a joué un rôle très important dans la dissolution de l'URSS. Ancienne URSS, l'Union soviétique. Qui a été une erreur historique. Justement, mais c'est là le rôle d'un pape qui peut influencer sur un système mondial. Non, tu nous amènes sur un terrain qui est glissant. Il faut pas féliciter Jean-Paul II parce que... Je ne le félicite pas. Je suis en train de montrer l'impact, justement. Vous dites qu'il est là pour l'Église et c'est fini. Il est là pour l'Église. On peut voir son influence, son impact. Soyons un peu réalistes. Soyons un peu réalistes. C'est l'erreur que nous commettons souvent ici. Les élections se passent aux États-Unis, on se dit non, il y a Trump qui arrive, on a eu des problèmes avec Joe Biden, maintenant Trump va s'occuper de nous. Pas du tout. Son électorat, c'est le peuple américain. Il est élu pour s'occuper des Américains. Et le reste là-bas, le reste là, c'est accessoire. C'est comme le peuple Léon, il est élu pour gérer l'Église. Il est universel.
Votre problème, la L'Église RDC, est universelle. votre problème, la RDC, c'est secondaire. L'Église est universelle. C'est secondaire. Le pape L'Église est François qui a universelle. longtemps été pas d'accord Donc il ne faut avec pas Donald croire que Trump comme c'est sur un la question. Américain, il va bien s'entendre avec Trump. Non, même pour pas. nous aider à, C'est le pour pape, nous aider à sortir de la pauvreté. Non, c'est le pape de la chrétienté. C'est C'était le quand même pape de la important de chrétienté. montrer le côté politique du pape, qui D'accord. peut influer sur des questions très importantes du monde. François n'a Les pas papes- toujours les été papes d'accord ne- avec les papes ne vont Donald. pas influer sur les questions politiques du monde. Si, les évidemment. papes, tout ce qu'il aura à dire, c'est vous montrer la voie à suivre. Merci. C'est comme ce que dit la Bible, voici, je mets devant vous le bien et le mal. C'est à vous de choisir. Voilà. Quand il vous dit, travaillez tous pour la paix, il vous montre la voie. Il ne vous impose rien. Chacun de nous. La question de migrants aux C'est États-Unis, ça qu'on le pape appelle le libre François, arbitre. la question des immigrants aux États-Unis, Donc le il ne pape faut pas François croire qui est que non, pas c'est les d'accord. papes qui Pas viennent d'accord. dire à nos dirigeants, gérez bien vos finances Jamais publiques. ça, en tout cas, c'est quand même. l'ingérence. Ça serait de l'ingérence. Merci beaucoup. Alors, c'est qui était. D'abord, le pape François n'est pas norvégien. Il est. Je parlais de Il Jean-Paul est- II. Non, Jean-Paul II, c'est un Jean-Paul Polonais. II, pardon, c'est ouais. c'est un Polonais. Polonais. Un Polonais, oui, C'est de un la Pologne, oui. Alors, il y a donc chacun de nous. Vous savez, nous avons tous grandi avec une image du pape, qui est la personne qui parle avec Dieu. Vous savez, moi, c'est comme ça, Ouais. quand j'étais enfant. Et maintenant que j'ai grandi, que je vois qu'un pape Vous avez peut compris, c'est mourir, un humain. qu'un pape peut tomber malade, qui peut souffrir, comme on l'a suivi. Les papes ne meurent pas, ils s'en vont. Ils rentrent d'où ils sont venus. Bon, vous êtes catholique, ok, d'accord, on vous croit. Merci beaucoup. Allez. Bien, allez. Mais c'est surtout avec, ces images, c'est avec, on l'a beaucoup plus vu avec, surtout avec François, qui avait une image un peu plus ouverte de l'Église, pas conservatrice. Avec les autres papes, c'était vraiment conserver cette image du pape, rester dans son endroit, dans son coin, rester dans les conforts le plus total. Mais avec Merci. François et les autres, Laissez c'est le pape montrer gérer les que le catholiques, pape, mon c'est frère. un humain qui peut mourir, qui avoir des Bon, problèmes. alors, les jours qui viennent nous diront si l'actuel pape Léon XIV sera plus proche de la RDC, s'il va jouer un rôle ou pas. Donc, on verra bien. Je voudrais Allez. que vous puissiez mettre un commentaire sur sa nationalité avec les États-Unis, parce que Donald Trump, on lui a posé la question, vous aimeriez bien être pape? J'ai pas suivi, je suis pas beaucoup Donald Trump. Il a Ce dit quoi? matin, j'ai pris un motard et on était bloqué dans un embouteillage. Et puis il dit, ben voilà, ils ont boendé pour un bon oiseau qui papte. Pour un macamo à embouteillage. Mais autre chose que grave. vous avez soulevé tout à l'heure, Ouais. c'était la polémique entre les branhamistes et... Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une déclaration, une prophétie qui a été rendue publique par Branham, selon laquelle, lors de l'élection du pape américain, il y aura la manifestation publique de la marque de la bête. Ce sera un pape qui va justement instaurer le nouvel ordre mondial. Et dans ces images d'avant, l'abbé Blaise Kanda était en train de poser la question de savoir où est le pape américain à qui vous faites allusion. Il s'agit du pape François, parce que les débats avaient fait surface lors de l'élection du pape François en 2013, puisqu'il était un pape du sud de l'Amérique. Mais la prophétie, malheureusement, on peut le dire jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été manifestement... L'image de la marque de bête, c'est quoi ça? 666. Ça, c'est un débat doctrinal. Donc, un débat doctrinal, mais non, avec l'élection vraiment pure et simple du pape américain originaire de Chicago, bête 666, ces débats ont fait surface. On fait allusion à la persécution de chrétiens, je crois, sous Néron, l'empereur romain. La RDC, pour parler du Fonds forestier national. Alors, lors de la 42e... Le Fonds forestier national. FFN en sigle. Lors de la C'est quoi ça? C'est au fait une institution qui est sous tutelle du ministère de l'Environnement, qui a pour prérogative, on va voir leur déclaration de presse tout à l'heure, de ce qui concerne, c'est à peu près, il y a quelques rôles qui s'assimilent un peu, entremêlent avec le Conseil de la conservation de la nature. Mais après, il y a chaque service qui a sa spécificité. Alors, il s'avère qu'en date du 2 mai 2025, lors de la 42e réunion du Conseil des ministres, dans la communication du président de la République, le premier point, il a demandé à ce qu'on puisse recenser toutes ces institutions qui ont été créées récemment, mais qui sont, on peut le dire, budgétivores, mais sans pourtant rendre à l'État de services loyaux, ou alors qui pourront bien réaliser des recettes pour contribuer à l'appareil de l'État, au trésor public, pour pouvoir peut-être, soit d'autres structures pourront être supprimées carrément, ou d'autres être réorientées. Alors, sur un article publié par Desk-Eco le 3 mai, le samedi dernier, on a mentionné parmi ces institutions qu'il faudrait supprimer, considérées de budgétivores, parmi ces institutions, il y a les CENSA. Et c'est CENSA qui a figuré également dans le communiqué, dans un rapport publié
publié par C'est le Eboutelli. Conseil national de suivi. Le truc de encore. Oui, des accords. Oui, ouais. Et donc, d'après cet article, il y a les CNSA qui devaient être supprimés parce qu'on suppose que la mission a déjà été accomplie et qu'on ne parle plus du suivi de l'accord. Le président de la République. Des Boutelli, je crois. D'après l'enquête des Boutelli, et que l'affaire a été mise close lors de l'élection du président Tshisekedi et lorsque même il a nommé Jacquemain Chabani comme étant son successeur à la présidence du suivi de l'accord et consorts. Et dans cet article, on n'épingle pas que les CNSA, on épingle également le Fonds forestier national qu'on suppose, qui est budgétivore, qui figure dans la loi de finances 2023 et 2024, alors qu'on suppose que c'est parmi également ces... Et eux, ils pensent qu'ils ne sont pas du tout budgétivores, c'est pour ça que tu es allé les voir. Au contraire, ils contribuent aux finances de l'État, au trésor public, et ils ne sont pas une institution créée récemment. Ils ont été créés depuis 2002. Mais pourquoi ils ont pas... Ok, on peut les écouter. C'est en réaction à cet article, justement, que le chargé de communication, M. Carlos, est intervenu, justement, que nous avons eu à joindre hier dans cette déclaration de presse pour faire cette réplique. Communiqué de presse du Fonds forestier national numéro 002 du 8 mai 2025. En date du 3 mai 2025, le média en ligne actualité.cd, dans son desk écho, a publié un article intitulé « RDC suppression des structures inutiles en vue du redressement des finances publiques, le CNSA et les cas typiques recommandés récemment par Eboutelli et le Fonds forestier national ». Dans son contenu, le média s'est évertué, pour des raisons non élucidées, à propager des contre-vérités et des mensonges sur le Fonds forestier national, ce qui dénote d'une ignorance notoire de cette structure de l'État. Nous citons le Fonds forestier national. Ainsi, pour établir la vérité et éclairer l'opinion publique, le Fonds forestier national fait la mise au point suivante. 1. Le Fonds forestier national est institué par la loi numéro 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier de la République démocratique du Congo, spécialement à son article 81, et ce, conformément au plan de convergence adopté par les chefs d'État, membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC en sigle, plan qui recommande à son 9e axe stratégique le développement des mécanismes de financement dont les fonds forestiers nationaux. C'est dans ce contexte que le FFN est créé par décret numéro 09/24 du 21 mai 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds forestier national. Il apparaît donc clair que le fonds n'est pas une structure créée ces dernières années au sein du ministère de l'Environnement et Développement durable comme structure d'accompagnement et d'exécution du programme présidentiel Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres d'ici 2023, comme affirmé dans l'article ci-haut cité. 2. De ce qui précède, il convient de confirmer que le Fonds forestier national réalise les missions lui assignées par les législateurs congolais avant, pendant, après l'existence de l'initiative présidentielle Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres d'ici 2023. L'exercice de ces missions n'est donc pas consécutif de l'initiative présidentielle précitée. 3. Le Fonds forestier national figure dans la loi des finances comme compte d'affectation spéciale. À ce titre, il est l'un des rares établissements publics qui verse au Trésor sa part relative à l'excédent de gestion et partage aussi avec le même Trésor, via la DGRAD, les recettes de l'une de ces taxes, la taxe de déboisement. 4. Par voie de conséquence, le Fonds forestier national n'est pas une structure inutile. Il contribue plutôt aux recettes du Trésor et il n'est pas tributaire de celui-ci. Je vous remercie.
Voilà, donc c'était une mise au point. Une mise au point et une réplique, une réponse à cet article. Il dédie clairement Monsieur André, qui dit que voilà, le fonds forestier n'est pas lié à un quelconque projet, que ce soit le projet d'1 milliard d'arbres en 2023, d'ici 2023. Et donc, voilà, c'était important d'apporter cette mise au point. Voilà. Le fonds forestier national dirigé par Monsieur Honoré Moulumba, qui est le DG de cette institution. Oh, c'est avec cette mise au point justement qu'on va mettre un terme à cette émission Cocorico du jour qui a connu un petit souci technique tout à l'heure. Si on a été coupé pour nos amis qui nous suivent en ligne, c'est simplement parce qu'il y a eu coupure d'électricité. Ça, c'est notre vie de tous les jours à Kinshasa. Et Kinshasa Télévision essaie de s'y adapter. Voilà, donc on va donc dire un grand merci à notre invité Faustin Kouediasala, qui est donc directeur des publications de Eco News, qui est un magazine qui nous parle quand même surtout spécialisé dans les questions économiques. Merci pour l'invitation et merci pour la publicité aussi. Mais vous méritez la publicité parce que sur ce plateau, on veut aller vers des gens des experts comme vous, et vous nous avez bien éclairé dans cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. On reviendra toujours à vous. C'est la première fois, je pense que ça ne sera pas la dernière. Non, on aura besoin de vous, surtout pour des questions économiques. Si on a un peu plus d'argent, je pense qu'on pourrait vous avoir comme notre consultant, mais on n'a pas de l'argent pour vous payer. On n'a pas d'argent à vous payer, mais si... On les mettra pour mémoire. Quand vous aurez un peu d'argent, on va faire les récaps. D'accord. Allez, merci encore d'avoir été avec nous. Merci bien. Monsieur Charles Dimandiawembi, merci. Merci Marius d'avoir passé ce moment ensemble. Et merci à Jean Kiamoukelengue. André Junior n'était pas avec nous, un peu fatigué, bousculé par la semaine. On te souhaite un très bon rétablissement. On espère te retrouver lundi. Donc, c'était la dernière émission de la semaine. Thank you, God. It's Friday. Voilà. Merci, Seigneur. C'est vendredi. On va faire la fête. Et puis, on se retrouve donc lundi. Au nom de toute l'équipe qui a été derrière la caméra pour nous aider à être chez vous, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Et on vous retrouve lundi à partir de 8h30, on l'espère, sur Kinshasa Télévision avec un autre numéro de cette émission, Cocorico. Je m'appelle Marius Muhunga. On vous retrouve lundi. Au revoir. Merci. Au cœur de Kinshasa, une voix s'élève, reflet de nos histoires sous le ciel du Congo.